Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur RCF Haut-Marne pour cette émission spéciale. RCF Haut-Marne, la story 2019. Pendant une heure, nous allons revenir ensemble sur les grands moments de l'actualité de l'année dans l'Aube et en Haute-Marne. Les grands moments que nous avons vécus bien sûr sur notre antenne, dans nos journaux d'information, dans nos émissions. Alors forcément c'est toujours un petit peu subjectif, mais pêle-mêle par exemple, parmi les événements sur lesquels nous allons revenir, la création du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, le baptême de la médiathèque Jacques Chirac à Troyes, l'annonce de la requalification du quartier Jules Guesde ou encore le quart de finale de Ligue des Champions du CVB 52. Tout ça en compagnie de Charlotte Meunier. Bonjour Charlotte. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bien c'est parti donc pour la story 2019. RCF Haut-Marne, la story 2019. Et nous ne sommes pas seuls bien sûr pour revenir sur ces événements de l'année. Nous avons choisi deux personnalités au bois qui ont marqué justement cette année 2019. Laurent Vittenet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président des Ambassadeurs, Oui. président de Just One Life également. Oui. Just One Life, ça fait quelques années. Ambassadeurs, c'est depuis 2019. C'est ça, justement. avec 5 mois. Et avec nous aussi Marie Iturralde. Bonjour Marie. Bonjour. Humoriste qu'on a découvert depuis quelques mois. C'était 2017-2018, mais principalement vous avez explosé en 2019, on va dire ça comme ça. J'ai lancé mon spectacle, voilà. Avec le premier One Woman Show, c'était au 3 fois plus, c'était au mois d'octobre dernier. Le 24. Voilà, vous l'avez rejoué également depuis à plusieurs reprises. Donc on va revenir avec vous bien sûr sur votre année avant d'évoquer les différents sujets. Mais bien sûr, une émission de RCF Haut-Marne pour revenir sur l'année commencerait mal si on n'avait pas invité le directeur évidemment de la radio, Rémi Harler. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, un petit mot d'introduction. 2019, vous l'avez dit Thomas, c'est une année riche en événements. Vous allez nous présenter cette story, vous allez nous faire revivre tout ça en compagnie de nos deux invités que je resalue, Laurent Vittenet et Marie Iturralde. J'insiste sur les deux R. Ces événements, avec notre équipe, journalistes, mais aussi les techniciens, nous les couvrons, comme on dit dans notre métier, nous les relatons, nous les diffusons dans nos journaux, nos émissions, nos magazines. C'est de l'info de proximité. C'est surtout un lien qui se crée entre une radio et son territoire, entre une radio et ses acteurs, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'activité. Et si j'avais, pour ma part, une image à retenir de 2019, bien ce serait peut-être celle de la soirée que nous avons organisée le 19 novembre dernier. C'était au Café Théâtre le 3 fois plus, avec nos auditeurs, nos donateurs, actuels et futurs, je perds pas le nord, et puis nos partenaires bien sûr. Un grand merci à mon équipe et merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur les ondes et sur nos pages vidéo Facebook et YouTube. Bonne story et bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup Rémi, directeur de RCF Haut-Marne. Alors on va s'intéresser à votre actualité d'abord en 2019. Laurent, les ambassadeurs, effectivement, c'est quoi tout d'abord les ambassadeurs ? Ambassadeurs, c'est si on parlait des ambassadeurs, ce sont des humains qui veulent faire rayonner leur département. On a des gens qui cotisent pour avoir un fonds privé pour mettre en lumière et aider les collectivités locales. Il y a 3 axes et on a aussi ici avec Marie une des pépites du programme Ambassadeur. Ambassadeur, c'est aussi aider à mettre en lumière les pépites du territoire, qu'elles soient comme ici artistiques ou sportives ou culturelles ou même parfois économiques. Et créer une communication complémentaire de tout ce qui existe, aider les collectivités, qu'elles soient touristiques, économiques ou autres, à faire rayonner notre département à l'extérieur et puis à rendre fiers ceux qui y habitent. Il y en a combien aujourd'hui des ambassadeurs Alors à ce jour, nous sommes 150 en 5 mois. Ah oui, donc c'est plutôt pas mal déjà. Ouais, c'est très bien. On est très fiers de ça, mais on s'était donné comme objectif d'être 100 de plus par an. Donc cette année, on est très en avance puisqu'on est là que depuis juin. Donc on avait mis cette année un petit peu une idée de peut-être une cinquantaine, mais aujourd'hui on est 150 et ce qui est en dehors du nombre, ce qui est top, c'est qu'on a déjà une dynamique et une envie de faire partie de tout ça ou de l'histoire ou de partager l'histoire, même si pour certains ne veulent pas spécialement rejoindre la communauté ambassadeur. Dans tous les cas, on a créé ce sentiment et cette communauté déjà vivante de partage et d'envie et d'aider le département à rayonner. On peut en citer quelques-uns des ambassadeurs sur les 150 parmi les plus difficile d'en sortir quelques-uns, mais par contre
en citer, non pas parce qu'ils sont plus visibles, mais ils sont peut-être plus connus. Et puis, il y a des personnes qui, du coup, sont responsables de secteurs d'activité ou de collectivités. Comme là, par exemple, nous allons être sur la une de l'Esteco, qui va être présenté en avant-première ce soir, le magazine économique, l'Atlas 2020, l'Atlas économique 2020 de l'Estéclair. Donc, du coup, on va être en première page et on a trouvé judicieux, c'était difficile d'en mettre 100. Donc on en a choisi de manière pas complètement aléatoire, mais assez visible. Donc, par exemple, Christelle Taillarda, qui est la directrice du comité départemental du tourisme, Valérie Schwartz, qui est la directrice de Business Suite Champagne pour l'économie. On a demandé à Rodolphe Gélis de Nigloland d'être avec nous. On a demandé à Clément Meunier, qui du coup, lui, est un ambassadeur, et comme Benjamin Nivet également, qui est un sportif assez connu, qui sont en plus des gens qui s'investissent pour ambassadeurs, puisqu'ils sont, entre guillemets, un petit peu responsables ou aident à mettre en avant les pépites. Donc les pépites comme Marie pour l'humour, et puis Benjamin, tous les sportifs qui arrivent dans le projet. On a avec nous aussi Étienne Bertrand, qui est le président de CAPC, pour représenter le monde viticole. Et puis à l'équipe ambassadeur, et j'espère que je n'oublie personne sur la photo, mais voilà, on en a quelques-uns comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'idée, ce n'est pas d'être que avec des personnes visibles, mais d'être plutôt très nombreux pour créer une communauté humaine et vivante. Beaucoup d'ambassadeurs, hein, vous le disiez. Marie Iturralde, vous en faites partie. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Vous représentez un petit peu le département, finalement. Ouais, oula, pardon. Elle a plus de voix, c'est la fin d'année, elle a plus de voix, Marie. J'ai tout usé. Non, bah oui, moi, c'est avec fierté à chaque fois que je sors du département que je représente l'eau, puisque de toute façon, à chaque fois, je dis que je suis de Troyes. Alors, bien sûr, je suis de Troyes d'adoption, j'y suis que depuis 4 ans, mais j'ai décidé de rester à Troyes, donc ça me plaît beaucoup d'être dans cette ville. Pardon. On va y arriver. Ouais. Amenez-lui un petit verre d'eau. Ouais. Non, excusez-moi, c'est pas facile. Non, du coup, ouais, voilà, moi, c'est toujours avec fierté. Donc, je représente le département et c'est vrai que à la base, moi, je suis d'Auxerre, mais je suis bien plus fière d'être de Troyes maintenant. Alors, on va revenir sur votre année. L'année 2019, ça a été une année quand même incroyable pour vous. Ouais, franchement, c'était cool. Je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, quand même, je crois que Clément ne le sait même pas. Je lui ai dit que j'avais préparé mon spectacle et qu'il était fini pour qu'il me donne en réalité une date. En fait, j'avais rien de fait. Voilà. Donc voilà, non, après j'ai fait des concours à Paris. Je suis allée jouer au Café Oscar là pour la première fois il y a 2 semaines et c'était des auditions publiques. J'ai gagné. Donc j'y retourne le 7 janvier pour affronter d'autres humoristes qui ont été aussi qualifiés pour ensuite accéder aux Oscars du Rire, qui est une scène assez connue à Paris. Donc c'est sympa. Je vais aussi faire une audition au Point Virgule. Là, c'est une scène encore plus connue, normalement, de tous. Et j'ai joué aussi, parce que j'étais la marraine du Téléthon, donc cette année, j'ai joué aussi mon spectacle au profit du Téléthon, où j'ai reversé l'intégralité de la recette donc pour le Téléthon. Je suis passée aussi sur le plateau de Nagui, pour tout le monde prendre sa place, donc ça n'a aucun lien avec ce que je fais, mais c'était une très bonne expérience quand même. Et du coup, je jouerai aussi mon spectacle le 6 février prochain, pour une soirée privée au centre de formation de l'Estac, et le 23 avril pour le prochain au 3 fois plus. Voilà. Donc un spectacle, un one-woman show, c'est pas commun de voir quelqu'un et puis une femme localement qui arrive à monter un spectacle comme ça. Ça vous a demandé du temps, du travail ? Oui, bah, ça fait 1 an et demi que j'écrivais donc mon spectacle, donc là il me tardait quand même de le finir. Alors bien sûr, il y a toujours des choses à revoir puisque c'est jamais parfait, ça sera jamais parfait. Et puis ça évolue en fonction de ce que je vis, etc. Par exemple, là j'avais joué à la prison de Villeneuve-la-Grande, là je pense que je vais pouvoir dire des choses là-dessus. Pardon. Et sinon, bah, du coup, tous mes passages, je les filme depuis 2 ans, à peu près. Et du coup, après, je garde uniquement ce qui marche, parce que quand on est sur scène, on voit pas forcément ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Du coup, je regarde tous mes passages, tout est filmé. Et ensuite, je reprends tout pour réécrire. Voilà. D'autres projets peut-être à venir pour 2020 et pour les années d'après ? Pour l'instant, je vous ai dit tout ce que je savais. Mais j'attends encore plein de projets, bien évidemment. Est-ce que vous êtes déjà passée, Marie, en tant que pépite ambassadeur, dans le fameux Trombini des Oui, ambassadeurs ? Exactement. Oui. J'y suis passée justement le jour de mon spectacle. Non,
Non, je suis Non, passée. c'est le ambassadeur du jour quand tu Oui. es passé. Oui, exactement. Parce que du coup, j'avais rencontré Manu Payet donc, à l'Olympia et j'étais passée donc, ce jour-là. Puisque, un petit mot juste avant de développer les sujets d'actualité, Laurent, vous êtes très présents, les ambassadeurs, sur les réseaux sociaux, notamment les photos, les vidéos des ambassadeurs. Oui, parce que dans les 3 axes de développement, il y a accompagner les collectivités, mettre en lumière les talents et les pépites du territoire, et une communication un peu décalée que l'on peut se permettre en étant dans le monde privé, que le monde public ne peut pas toujours faire, puisque c'est évidemment avec notre argent. Mais du coup, l'idée de cette communication, c'est d'être très présent pour dire on est là, ça existe, et rejoignez-nous, puisque c'est quand même embryonnaire et ça vient d'être lancé. Et on essaye, quand c'est intéressant pour les uns ou les autres, de mettre l'ambassadeur du jour avec une date qui peut éventuellement leur convenir. Donc là, pour Marie, c'était le jour de son spectacle. On a, dans les pépites, on a Célia de la Fontaine, par exemple, qui est chanteuse dans l'opéra rock Siddhartha, qui est sur la vie de Bouddha. On l'a mis le jour de la première, là, le 26 novembre, au Palais des Sports de Paris. On l'a mis aussi en avant comme ça. Ou des gens, par exemple, comme Romain Siabaoul, qui est le président du comité UNICEF au Haute-Marne. On l'a mis le jour des droits de l'enfant, le 20 novembre. Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça dans lesquelles on essaie d'avoir une chronologie. Et dans la communication 2020, on adaptera un petit peu les choses, puisque on ne sera évidemment, enfin je le souhaite, mais ça m'étonnerait qu'on soit 300 pour 2020, de plus, dans tous les cas 300 de plus, même si la stratégie, dans l'idée de la stratégie, c'est d'être au minimum 100 de plus tous les ans. Donc on a quand même des idées de nombre. Mais on adaptera, puisqu'on ne pourra pas mettre de toute façon un ambassadeur du jour en 2020 tous les jours. Mais on a beaucoup d'idées, puisque de cette visibilité, on a quand même beaucoup de questions, et tant mieux. On a beaucoup de mails, de coups de téléphone, de rencontres en nous disant on veut venir, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, à quoi ça sert. Et puis on a toujours un ou deux grognons qui disent ça sert à rien, on nous l'avait déjà dit pour Just One Life. Voilà, mais c'est l'idée. C'était l'idée, c'est de dire on existe, interrogez-vous, posez-nous les questions et on vous répondra. Et puis ceux qui ont envie de nous rejoindre, aussi bien pour partager ou nous rejoindre directement dans la communauté, ils sont les bienvenus. Puis ceux qui trouvent que ça sert à rien, ben voilà, au moins ils savent que ça sert à rien. Ils ne savent peut-être pas parce qu'ils ne sont pas renseignés. C'est ça. RCF au Haute-Marne, la story 2019. RCF au Haute-Marne, la story 2019. Merci à nos techniciens Alexandre et Bertrand qui ont concocté ces petits jingles pour agrémenter cette émission, et merci à Alexandre qui est à la technique audio et vidéo aussi d'ailleurs pour cette émission. Alors on va se plonger maintenant dans les différents sujets d'actualité de l'année qu'on a classés en diverses thématiques. On n'a pas fait ça chronologiquement, donc il y aura le sport en fin d'émission, il y aura la culture bien sûr, il y aura la santé, etc. Mais on va commencer par les projets de territoire et on va partir pour le premier sujet en Haute-Marne, Charlotte. Ben oui, le premier sujet, c'est le parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Il a officiellement été créé le 8 novembre dernier. Alors c'est un parc de 242 000 hectares, à cheval entre la Côte d'Or et la Haute-Marne, avec un cœur de parc de 56 000 hectares où l'activité de l'homme sera désormais très limitée. Alors l'inauguration officielle n'a pas encore eu lieu, ça devrait se passer courant avril, mais il se raconte déjà qu'Emmanuel Macron pourrait faire le déplacement. Alors on va faire un petit retour en arrière, au début de l'été. Quand on apprenait que la Haute-Marne allait avoir une place de choix dans ce nouveau parc national, c'est en effet la commune d'Arc-en-Barrois qui a été désignée pour accueillir le siège du parc, une décision saluée par la députée LREM de la première circonscription de Haute-Marne, Bérangère Abba. Et moi, je suis ravie que la Haute-Marne puisse bénéficier de cette installation du siège du parc. C'était ce qui importait. Il me semble reconnaître l'investissement, l'engagement des Haut-Marnais dans ce projet de parc national depuis les débuts. Il va falloir maintenant prévoir tous les aspects d'accueil des personnes qui vont venir travailler aussi à ce siège du parc. On parle entre 30 et 40 emplois à terme sur ce site. Donc ça va bouleverser, changer profondément la vie de cette cité d'Arc-en-Barrois et on en est ravis. Le projet d'Arc-en-Barrois présentait des aspects architecturaux d'abord intéressants, sans partir de rien. 15 minutes. Avec des atouts aussi en termes d'attractivité. Et par ailleurs, très très bien situé puisqu'on est en bordure de la réserve intégrale et opérationnel beaucoup plus rapidement puisque le bâti existe. Alors un parc national évidemment qui est une grande opportunité pour la Haute-Marne et pour la Côte d'Or. Laurent Vittenet, vous le disiez, c'est vraiment une
une belle chose pour le département. Oui, des parcs nationaux comme ça, c'est un événement majeur pour un département ou pour une région. C'est sûr qu'en dehors du côté écologique, culturel, etc., ça va apporter de toute façon une visibilité, du tourisme, puis beaucoup peut-être de futurs emplois aussi. Alors on part de la Haute-Marne, Thomas, et puis on revient dans l'Aube. Et oui, avec un autre sujet d'importance pour cette année 2019, c'est les contours du futur quartier Jules Guesde qui ont été présentés. C'était en mai dernier, voilà, pour être tout à fait précis. C'est un grand chantier de rénovation urbaine de 10 ans qui va s'ouvrir pour le quartier le plus pauvre du Grand Est, selon l'INSEE. Près de 160 millions d'investissements qui s'annoncent. Alors bien sûr, pour ces investissements, il y aura la ville de Troyes Champagne Métropole, l'État, les bailleurs sociaux également. Alors, il y aura 235 logements qui vont être détruits, 230 seulement vont être reconstruits sur place à Jules Guesde, le reste ailleurs dans l'agglomération. Et donc, il y aura aussi une nouvelle école, une nouvelle piscine. Bref, c'est vraiment un tout nouveau quartier qui va sortir de terre d'ici une dizaine d'années. Et on écoute à ce sujet François Baron, le maire de Troyes. Ici, il va y avoir plus de 150 millions d'euros d'investissement pour près de 1700 personnes qui verront dans la décennie qui vient, mais avec des étapes 2019, 2020, 2022, 2024, un équipement aqualudique qui va remplacer la piscine du Vélodie, l'installation d'un centre intergénérationnel, d'un accueil de loisirs, et évidemment une maison de la petite enfance et pour la première fois depuis des décennies sur la ville de Troyes, la construction d'un groupe scolaire, ce qui est une première et ce qui est aussi un gage de préparation d'avenir pour nos enfants. Le quartier est magnifique, il est aéré, il le sera encore plus. Il y aura également le pôle muséal et il y aura le développement ou la poursuite du développement de la ZAC des Trois Seines, le quartier interstitiel entre le secteur sauvegardé et Jules Guesde, où il y a le bowling, la patinoire, mais aussi un pôle de santé pluridisciplinaire qui a vocation à s'étendre. François Barouin, le maire de Troyes, c'était au mois de mai, donc à l'occasion de la présentation du futur quartier Jules Guesde. Voilà, c'est un beau projet pour les années qui viennent à Troyes et même pour toute l'agglomération troyenne. Un autre projet pour les années qui viennent, mais alors ce projet-là, il date déjà d'une vingtaine d'années, de presque 30 ans. Je pense qu'on peut faire des stories tous les ans depuis 20 ans, qu'on en aurait parlé à chaque fois. C'est la fameuse ligne 4. Et oui, la ligne 4, ça fait sourire Laurent Vittenet. La ligne 4, vous allez à Paris en voiture ou en train, Laurent ? Les deux, mais souvent en train. Souvent en train quand même, Marie aussi, Moi les aussi en allers-retours. train, mais bon, là, il y a un peu de grève, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. En ce moment, l'incontournable ligne 4, effectivement, et on avance quand même vers l'électrification de cette ligne 4. Électrification du moins entre Paris et Troyes. Désolé pour la Haute-Marne, Charlotte, pour aller jusqu'à Chaumont, ça sera toujours au diesel pour l'instant. C'est pas grave. Il faudra attendre encore quelques années. On a en tout cas eu du concret cette année, enfin, sur l'électrification, avec, et ça a coupé la ligne d'ailleurs une bonne partie du mois de juillet et du mois d'août, les travaux du côté du tunnel des Bouchots en Seine-et-Marne. Ce tunnel, il datait du milieu du 19e siècle. C'était un tunnel en voûte. Il y avait les pieds. On voyait encore au niveau du tunnel les fumées qu'il y avait à l'époque quand les trains étaient au charbon. Et donc ce tunnel a été détruit parce qu'il était trop petit pour faire passer les futurs caténaires de l'électrification. Un chantier donc hors norme que nous relate Laurent Desvignes, responsable ouvrage SNCF Réseau pour la ligne 4. Ça serait effectivement une tranchée ouverte, donc il n'y aura pas une reconstitution d'une voûte comme à l'époque. C'est en fait le gabarit de l'ancien ouvrage était trop petit pour permettre le passage de la caténaire. Donc on crée un ouvrage plus important, plus large, plus haut, pour pouvoir permettre au train de capter le courant via les caténaires qui seront installés sous le tunnel. Là où nous parlons actuellement, nous sommes sur le futur rétablissement. Donc il y aura un rétablissement routier qui va permettre de franchir cette tranchée ouverte. Une partie pour les rétablissements du chemin rural, donc pour le passage des véhicules qui fera 3-4 mètres de large. Et on aura 8 mètres de large qui seront dédiés spécifiquement pour le passage de la faune. Ce genre de chantier, c'est quelque chose dont vous êtes habitué ou c'est plutôt rare aujourd'hui ? Une électrification de ligne, c'est rare. Ça ne se fait plus à part sur les lignes nouvelles. Donc là, c'est une électrification sur 77 km pour la phase 1, 77 km de ligne à électrifier, 160 km de câble caténaire à dérouler. Donc c'est quelque chose de rare, c'est plutôt du coup assez exceptionnel. Laurent Desvignes, responsable donc maîtrise d'ouvrage pour SNCF Réseau, c'était sur ce fameux chantier au tunnel des Bouchots en Seine-et-Marne qui a coupé la ligne 4 d'ailleurs effectivement au mois de juillet et au mois d'août, et cette électrification entre d'ailleurs Gretz et Nogent d'abord 2021 a priori et jusqu'à Troyes pour fin 2022 si les chantiers sont dans les temps. Laurent Marie, vous vous intéressez à ces gros chantiers comme ça qui sont aussi des projets structurants pour l'avenir du territoire et pour le développement de l'Aube finalement ?
Alors moi, je vous avoue que pas du tout, je ne savais même pas. Voilà. Voilà, je suis On en désolée. apprend dans la story, c'est bien. Exactement, je suis désolée. Non, si Laurent. nous, par contre, en tant que chef d'entreprise, on s'y intéresse vraiment parce qu'en plus, on a beaucoup de déplacements sur Paris. On a même personnellement nos enfants qui sont à Paris, donc on est concerné pour notre vie de famille. On a également de nombreux amis chefs d'entreprise ou dirigeants d'entreprise qui sont amenés à aller à Paris. Donc c'est vrai que c'est un axe important de développement même de la région, puisque c'est vrai qu'on voit les villes où il y a même le TGV, on voit qu'il y a évidemment des rayonnements logistiques, professionnels importants. Donc on espère tous que ces travaux vont aboutir et puis que on parle plus de... Parce que c'est pénible pour nous qui défendons le territoire de parler en fait que des choses qui vont pas, et c'est vraiment une épine dans le pied, pour employer une expression toute faite là, mais c'est vrai que ça on la ressort, cette problématique sans arrêt, et donc ça sera bien pour ceux qui veulent valoriser le territoire qu'on arrête d'en parler et puis que ce train fonctionne, et puis cette ligne qui globalement finalement fonctionne finalement pas si mal que ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques soucis, et du coup on en parle beaucoup, et ce serait bien qu'on en parle. Qu'on en parle moins, ça voudrait dire que tout fonctionne. Parlons des trains qui arrivent à l'heure avec une gare toute belle, Charlotte. Oui, la maintenant, à Troyes. métamorphose de la gare de Troyes a enfin été achevée au mois de septembre. Depuis mars 2017, le quartier de la gare subissait des transformations importantes. Le parvis, la gare routière, la zone taxi et les rues adjacentes ont été totalement repensées. Un parking en ouvrage de 117 places a également été mis en service en juin dernier. Alors c'était des travaux conséquents qui ont pris fin juste avant cette rentrée 2019. Au total, c'est plus de 23 millions d'euros qui ont été investis par la ville, la métropole, le département, la région, l'État, l'Europe et la SNCF. Et plus qu'une simple gare, le lieu est désormais un pôle d'échange multimodal, une fierté pour François Barouin, maire de Troyes et président de Troyes Champagne Métropole. Le pôle multimodal, il va répondre à toutes les problématiques modernes, l'utilisation de transports en commun, mais aussi de covoiturage. Le tout dans un souci environnemental vraiment très précis. Vous voyez, on a reconstitué une lame d'eau extraordinairement paisible, on a replanté des arbres, on a planté de la verdure, donc tout ça c'est vraiment une dimension importante immédiate au regard de ce qui est peut-être l'un des chantiers les plus importants de ces 25 dernières années, qui requalifie un espace public qui est la porte d'entrée de la ville, à la sortie de la gare. C'est important parce que des investisseurs de la région croient à ce projet. SNCF fait partie de Paris. Réaliser les mètres carrés qu'ils voulaient mettre en vente. Bref, c'est un pan entier qui est le point de départ du cœur de ville et qui est le point d'arrivée pour les gens qui s'arrêteront chez nous. Les travaux de rénovation du bâtiment devraient débuter fin 2019, mais il faudra attendre 2021 pour découvrir l'aspect final de la gare de Troyes. Vous avez posé une très bonne question d'ailleurs pendant le son. Oui. Question sur... Pourquoi il n'y a pas de ligne Troyes-Reims? On posera la question à la SNCF, effectivement. Il faut prendre le bus pour aller jusqu'à Reims. Mais c'est vrai que ce quartier, en tous les cas, c'est important parce que c'est la vitrine directe quand les voyageurs arrivent sur Troyes. Donc cette esplanade et puis tout le quartier qui va revivre dans les prochaines années, c'est important. Et pour les utilisateurs, le parking qui a été créé aérien, là, c'est top. On repart en Haute-Marne, Charlotte. Et oui, tout à fait. Avec le complexe Palestra, c'est vraiment un projet immense. Le chantier du futur centre aquatique et multi-activités, il avance à grands pas. La première pierre a été posée il y a déjà plus d'1 an, mais on visualise désormais l'immense structure du bâtiment. Un bâtiment qui accueillera, on le rappelle, un complexe aquatique avec des piscines intérieures et extérieures, un espace bien-être ainsi qu'une immense salle de 2300 places dédiée aux événements sportifs et aux concerts. Alors au total, plus de 7000 m3 de béton ont déjà été coulés, que ce soit pour la dalle ou les murs, et près de 600 tonnes de ferraille viendront s'ajouter pour édifier la charpente. Un projet titanesque mené par l'agglomération chaumontaise avec l'appui de nombreuses entreprises locales. Pascal Babot, vice-président de l'agglomération de Chaumont, en charge du développement économique et des grands projets. Nous sommes exactement à la moitié du chantier. Il a démarré il y a 13 mois par le terrassement. Ils vont mettre le volet. Oui. On a vu donc sortir le bâtiment. On est bon dans l'ordre, ouais. Simple, toute l'enveloppe en mur. Et aujourd'hui, on est en train de faire la couverture, qui est une couverture métallique. Donc ce premier gros morceau du chantier est en train de se terminer. On va attaquer maintenant le second œuvre, c'est toute la partie aménagement intérieur, avec une grande part d'entreprises marnaises ou des départements limitrophes qui ont bien voulu s'associer et répondre à des appels d'offres quand même très techniques, et on est ravis d'avoir pu attribuer à peu près 60% de la valeur ajoutée à des locaux ou presque. Clairement, on a aussi privilégié la qualité. Là, on va faire appel aux entreprises françaises, clairement, pour nous fournir ces fameuses assises en bois. C'est un produit beaucoup plus qualitatif.
Et en plus, ça doit donner un cachet supplémentaire à cet établissement qui, pour le coup, représente quand même un investissement de 31 millions d'euros hors taxe. Un budget de 31 millions d'euros qui devrait être respecté, donc tout comme les délais de livraison. La fin du chantier est prévue dans un peu plus d'un an pour une mise en service avant fin 2020. Donc Charlotte, si je comprends bien, avec le Palestra, on pourra jouer de la guitare en même temps que de faire une manchette de volley et du water polo, c'est ça ? C'est ça, tout pratique, à fait. Hein. C'est bien joué le Palestra, on l'attend avec impatience. Les joueurs projet, du CVB, en tout cas, l'attendent avec impatience. On enchaîne la story 2019. RCF Haute-Marne, La story 2019. Et on va maintenant s'intéresser à un élan de solidarité et de générosité dans l'Aube. C'était au mois de juillet dernier, suite au massacre des animaux de la ferme pédagogique à Méry-sur-Seine. Ça avait beaucoup marqué en plein mois de juillet, puisque la ferme pédagogique venait tout juste d'ouvrir et elle a été saccagée. Ces animaux avaient été massacrés par des jeunes mal intentionnés, donc du côté de Méry-sur-Seine. Et suite à ça, l'Aube, mais aussi toute la France, s'était mobilisée et ça a permis une réouverture très rapide, en quasiment 2 semaines environ, de cette ferme pédagogique. Nathalie Cabani, sa directrice. Alors, l'élan de solidarité aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme et de magnifique pour nous. On n'arrive même pas à y faire face. C'est aujourd'hui, on a des appels de toute la France. L'histoire est dramatique, mais le geste de solidarité et le relais au niveau de tous ces médias, c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas, quoi. On a eu des appels et on est relayé en Suisse et a priori aussi aux États-Unis. Donc c'est quelque chose c'est colossal, quoi. On a surtout besoin déjà de nous remettre psychologiquement de ce qu'on a vécu. Donc voilà, donc c'est vrai que tous les soutiens que l'on a aujourd'hui nous réconfortent. Ensuite, il faut qu'on remette en état donc notre ferme. Alors il y a quelques travaux à prévoir, qu'on ait à nouveau de nouveaux animaux. On a besoin aussi de dons financiers pour pouvoir pallier, entre guillemets, le manque à gagner d'aujourd'hui. C'est un projet qui date de 18 ans, qui était dans la tête d'un seul homme, celui de Yannick Fasser, qui voulait créer une ferme, notamment pour les publics les plus fragiles, parce qu'on accueille des groupes tout au long de l'année, notamment des personnes en situation de handicap, d'avoir un monsieur qui était complètement désorienté, qui pleure. Si. Ferme pour qu'ils puissent voir les animaux. Donc on a fait cette ferme pédagogique. On a fait la ferme pédagogique pour les enfants. On veut que ce soit un complément pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et là, en une seule nuit, tout est parti, quoi. Voilà, Nathalie Cabani, la directrice de la ferme pédagogique à Méry-sur-Seine. Bravo en tout cas à tous ceux qui se sont mobilisés. Vraiment, ça a été marquant, ça pour vous, Marie, l'élan de générosité ? Alors oui, et puis moi j'ai été tout d'abord quand même choquée qu'il y ait des personnes qui puissent faire ça, d'autant plus des jeunes. Je comprends même pas en fait d'où ça vient. Après, c'est des gens comme ça aussi qui me permettent de m'inspirer pour les sketchs, donc... Voilà. Il faut toujours retenir le positif. Absurdité du monde. Avec Marie. Allez, on enchaîne la story 2019. RCF Haute-Marne, la story 2019. Ils sont magnifiques ces jingles. Ils sont super. En plus, il y a plusieurs versions. C'est génial. Allez, on va parler de la santé. C'est des thèmes qui reviennent régulièrement dans nos départements et notamment en Haute-Marne cette année, Charlotte. Oui, la situation est toujours très compliquée dans les hôpitaux de Chaumont, de Langres et de Bourbonne-les-Bains. L'Agence régionale de santé l'avait annoncé en août dernier. Les 3 hôpitaux sud Haute-Marne vont être placés sous tutelle pour éviter la catastrophe financière. Fin 2018, rien que pour l'hôpital de Chaumont, on annonçait plus de 11 millions d'euros de déficit. Des problèmes financiers auxquels s'ajoute une fuite importante de la clientèle, puisque 41% des Hauts-Marnais déclarent privilégier l'hôpital de Dijon plutôt que ceux de leur département. Alors l'ARS a mis en place une équipe d'administration provisoire qui a pris ses fonctions en novembre dernier. Explication de Damien Réal, délégué territorial en Haute-Marne pour l'Agence régionale de santé. La mission va être d'appuyer l'équipe de direction actuelle, de la renforcer de manière extrêmement forte pour mettre en œuvre... Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est... Oui, j'ai enlevé le 2 parce qu'on le squeeze. Tous les deuxièmes sons de Charlotte, je les enlève. Pour les praticiens qui viendraient sur notre texte. On est déjà en retard, c'est pour ça. Voilà, que nous avons défini dans le contrat de performance au mois de novembre 2018, qui seront mises en œuvre par l'équipe d'administration provisoire. Donc une durée d'1 an environ. Projet médical partagé avec les professionnels de santé de ville, les médecins de ville, les médecins hospitaliers, avec le centre hospitalier universitaire de Dijon. C'est un enjeu là important d'adaptation des modes de prise en charge, d'adaptation du projet médical. Puis
Puis en plus des problèmes financiers, les hôpitaux ont du mal à attirer les médecins, mais bon, on verra si ça s'arrange dans les mois et dans les années à venir. Et oui, des problématiques un peu similaires d'ailleurs dans l'Aube, également les problématiques des déserts médicaux. Et justement, pour essayer de contrer cette problématique des déserts médicaux, l'Aube est un département à la pointe dans le Grand Est et même en France sur les téléconsultations qui se sont beaucoup développées cette année. Justement, on écoute à ce sujet Philippe Pichery, le président du conseil départemental. La télémédecine, qui ne règle pas tout, mais qui peut traiter un certain nombre de situations, par l'équipement de tous nos EHPAD en dispositifs de télémédecine qui pourront s'ouvrir progressivement sur l'extérieur, et aussi avec une entreprise dans ce domaine de la télémédecine qui est accueillie sur la technopole de l'Aube et qui grandit à vitesse grand V sur cette thématique. C'est une partie de la solution. Il est bien évident que ça offre beaucoup d'avantages en évitant de déplacer loin les patients. Ça offre des avantages en termes de créneaux disponibles pour les soins. Je crois que ça offre aussi des avantages sur la façon dont est repris l'acte médical qui doit bien sûr être in fine traité par le médecin, mais avec des praticiens autres que médecins qui assistent le médecin, qui peuvent faire gagner beaucoup de temps en prenant en charge des constatations, des analyses en amont qu'exploiterait sur avant la virgule comme ça parce que ça permettra de traiter de nombreux cas et beaucoup plus nombreux que dans les schémas classiques. C'était Philippe Pichery, donc le président du conseil départemental de l'Aube sur la téléconsultation. Et on continue tout de suite cette émission, c'est la Story 2019. RCF Haute-Marne, la Story 2019. Prochaine catégorie qu'on va aborder, Thomas, c'est l'actualité catholique et on commence avec le synode diocésain qui a été lancé en Haute-Marne cette année. Le samedi 14 novembre avait lieu la deuxième journée d'assemblée synodale du diocèse de Langres. Plus de 180 personnes, prêtres mais aussi laïcs, se sont rassemblés à Nogent pour une grande journée de réflexion et d'échange. Alors pour rappel, ce synode a été lancé à la Pentecôte sur demande de l'évêque et durera une année. Après une première journée de travail en juin dernier, les 180 délégués se sont donc retrouvés ce mi-novembre. Stéphane Brodelet, prêtre accompagnateur de l'équipe pilote du synode. Nous continuons le travail que nous avions commencé la dernière fois. La dernière fois, on avait terminé en donnant un peu des axes qui semblaient prioritaires dans le travail à faire pour le diocèse. Donc, entre-temps, on a réparti ça en 6 pôles, donc avec des titres Vivre la joie, une église en ouverture, être disciple missionnaire. Voilà, la communication. Et donc là, chacun, muni de son stylo, passe d'un endroit à un autre, selon les axes qui lui parlent, où il a des choses à dire. On écrit sur des feuilles, on enrichit, on propose des moyens, des critères d'évaluation, des actions à mener. Et cet après-midi, on reprendra tout ça par petits groupes pour permettre de synthétiser les choses et puis faire des propositions pour la fois prochaine où sans doute il y aura une partie de vote pour choisir les priorités pour notre diocèse. L'équipe de pilotage du synode élabore actuellement une synthèse de toutes les propositions faites lors de cette journée. Prochain rendez-vous pour l'assemblée synodale le 15 février prochain. Allez, vous allez suivre ça bien sûr encore en 2020, Charlotte. Tout à fait. On enchaîne avec une autre actualité. Alors c'est une actualité nationale bien sûr, mais qui a fait réagir partout en France et bien sûr notamment dans nos diocèses. C'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris au mois d'avril. Et suite à ce dramatique événement, le père Didier Noblot, qui était à ce moment-là délégué épiscopal à l'information du diocèse de Troyes, nous invitait à la réflexion suite à cet incendie de Notre-Dame de Paris. Ce lieu en flammes renvoie à tous les lieux où nous sommes en détresse. Et je pense que ce lieu symbolique... Oui, musique, oui. En compassion, en empathie avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui voient brûler leur vie, brûler leur territoire, brûler leur lieu symbolique. Mais en 3 jours, je le relèverai. Je crois que comme chrétiens, nous connaissons la Bible et cet effondrement nous invite à relire ce chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean, notamment les versets 19 et 20, où Jésus dit « En 3 jours, je le relèverai ». Alors peut-être ça va durer 40 ans pour Notre-Dame de Paris.
Invitation pour chacune et chacun à croire en cette vie qui est plus forte que la destruction. Et nous qui allons vivre comme chrétiens ce passage de la mort à la vie en ce temps pascal, il y a cette espérance et cette confiance. Le père Didier Noblot, curé de Nogent-sur-Seine et qui, au moment où il parlait donc suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, était délégué épiscopal à l'information du diocèse de Troyes. On a beaucoup parlé, hein, messieurs, dames, hein. On va souffler un petit peu. Ah oui, on écouterait bien un peu de musique, hein, oui, Thomas. avec un ambassadeur justement, Oui. Laurent, Yves Romao. Ah oui, tout à fait, c'est une pépite ambassadeur également. Ouais. Allez, c'est parti, il a sorti un nouvel album en 2019 qui s'appelle Vice vers Love. Ah, c'est entraînant ce titre impopulaire d'Yves Romao. Charlotte, il paraît que j'ai mal prononcé le nom de l'album. Bah oui, moi je dirais Vice vers Love, hein, et non pas Vice vers Love. Après, bon, on demandera confirmation à Yves Romao. Tant pour moi. Yves c'est Romao, sûr. voilà, j'ai des Sûr, problèmes on de était tous à son prononciation. concert de lancement de l'album, là, et c'est exactement ça. Marie aussi, vous étiez au concert, non, Non, Yves Romao? j'étais pas là. On se connaît entre pépites ambassadeurs. Bah, j'étais pas là, malheureusement, j'avais un spectacle. en Mais même ils se temps. connaissent, oui, ils se connaissent. Mais En on se plus, connaît. on a des rendez-vous trimestriels pour que les ambassadeurs et les pépites se connaissent. Bon, bah, j'apprendrai à bien prononcer les noms des albums pour 2020, décidément. RCF au Haute-Marne, la story 2019. Alors ce qui est bien, c'est que pendant qu'on écoutait Yves Romao, il y a Marie et Laurent qui étaient en train de discuter aussi un peu sur les ambassadeurs pour les prochains mois, les semaines, les idées, tout ça. On discute en Les permanence. années, les hein. décennies, parce que j'espère qu'il y aura des générations derrière nous avec tout ce qu'on nous propose et tous les appels que l'on a ou les propositions d'idées. Et c'est vrai que Marie, comme de nombreuses pépites ou même des ambassadeurs, pour être visible, on a une petite étoile que l'on a fait pour faire des photos, pour être sur les réseaux, etc. C'est pas toujours facile de se balader avec cette étoile, donc on est en train de réfléchir à un insigne qu'on aurait sur un vêtement comme des insignes de club ou d'entreprise. Et puis aussi des collections, par exemple, de vêtements, puisque on pourrait porter de temps en temps un polo ou une chemise, enfin bref, des collections de vêtements. Et notre ami pépite également, Teddy Pia, par exemple, aussi, à la présentation de l'ambassadeur des mystères, il pense pour qu'on ait une tenue pour le présentateur qu'il est. Plein d'idées pour les Ouais, ambassadeurs très encore nombreuses. pour 2020. En attendant, on poursuit notre story 2019. On a encore 3 thématiques: la culture, l'enseignement supérieur et le sport. J'espère qu'on va mettre tout ça dans l'heure d'émission, Charlotte. Oui, ça va rentrer. On va y arriver. Allez, on va s'intéresser à la culture. Et bien sûr, un des principaux événements de l'année dans l'Aube, c'est le baptême de la médiathèque de Troyes-Champagne Métropole, médiathèque Jacques Chirac. Alors bien sûr, l'ancien président de la République nous a quittés en septembre dernier, mais en février, eh bien, la médiathèque de Troyes avait pris son nom. Jacques Chirac d'ailleurs lui-même avait inauguré en 2002, au début de son deuxième mandat, cette médiathèque. On le sait bien sûr, le maire de Troyes, François Baroin, est très proche de la famille Chirac, et François Baroin avait donc souhaité lui rendre hommage avec cette médiathèque, symbole finalement aussi de l'ouverture sur le monde et des diverses cultures qu'appréciait le président Chirac. On se souvient notamment par exemple de sa passion pour les arts premiers, puis la culture japonaise aussi, avec les fameux sumo et les pommes. Manger des pommes, c'est très important de manger des pommes. Lors du baptême, merci Marie, toujours une note d'humour, voilà, dans tous les sujets, ça j'aime bien. Lors du baptême de la médiathèque, en tout cas du nom de l'ancien président de la République, eh bien sa fille Claude Chirac était présente. Pour Jacques Chirac, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'émotions, de joie et de fierté. L'idée même que ce bâtiment puisse porter son nom est, oui, une très grande fierté pour lui. Il a une relation particulière, privilégiée avec Troyes. Quand même, c'est vrai que c'est une grande émotion. En tout cas, c'est l'impression qu'il a ressentie quand François Baroin est venu lui annoncer que le conseil municipal, la communauté urbaine avait décidé de donner son nom à la médiathèque de Troyes, qui est un lieu exceptionnel. Moi, j'en avais déjà un grand souvenir parce que j'avais eu la chance d'être là il y a quelques années pour l'inauguration. Et j'en avais déjà gardé un fort souvenir, mais là on a eu la chance de retourner dans la bibliothèque, de traverser un petit peu le lieu. C'est extraordinaire. Vous qui êtes sa fille justement, ça représente quoi de voir que votre père laisse cette trace finalement aussi? Honnêtement, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que c'est très fort. Hein. C'est un grand honneur. Je sais pas, pardon de le mot, mais c'est vraiment celui que je ressens profondément. C'est qu'au fond, ça a été dit beaucoup ce matin, c'est-à-dire que cet instrument magnifique dont la ville de Troyes s'est dotée est vraiment tellement conforme aux engagements, aux valeurs, aux combats qui ont toujours été ceux de Jacques Chirac en termes précisément d'humanisme, de dialogue
des cultures et du respect de la diversité. Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, l'ancien président de la République. La médiathèque de Troyes-Champagne Métropole s'appelle donc désormais médiathèque Jacques Chirac. Une médiathèque dynamique pour vous, Laurent. Hein. Oui, avec Catherine Schmitt, la directrice, et ses équipes, on voit qu'il y a un vrai dynamisme, beaucoup d'idées. En ce moment, il y a une exposition fantastique sur les trésors de Troyes. Et beaucoup d'idées pour montrer qu'une médiathèque, ce n'est plus seulement pour ma génération, où on allait chercher un livre. Là, aujourd'hui, ils sont plutôt dans l'idée de présenter la médiathèque comme une plateforme numérique moderne. Et puis, pour les chefs d'entreprise que nous sommes, il y a aussi l'accès à la culture pour nos collaborateurs ou nos salariés, par exemple, en offrant à Noël, par exemple, puisqu'on est dans l'époque. Oui. À Noël, on va offrir des abonnements à nos collaborateurs, ce qui permet pour certains métiers des amis qui sont chefs d'entreprise dans le bâtiment de répondre à certains critères d'appel d'offres pour l'accès à la culture de nos salariés. Donc il y a beaucoup d'idées. Et pour compléter toutes les idées de Catherine Schmitt, on va créer un Just Médiathèque le 11 juin 2020 qui normalement devrait être un rendez-vous récurrent et annuel. Et vous, Marie, cette médiathèque, est-ce que c'est un endroit que vous connaissez, que vous fréquentez ? Alors moi, comme je n'ai pas fait mes études ici, je n'y suis pas allée vraiment. J'y suis allée une seule fois pour déposer une affiche de spectacle. C'est déjà bien, c'est déjà ça. Alors on aurait pu citer plein de choses dans la culture. Je vais citer rapidement aussi les travaux bien sûr de la Cité du Vitrail cette année en 2019. L'ouverture c'est prévu pour 2021. La Cité du Vitrail XXL bien sûr. Un mot aussi sur le graphisme, Chaumont-Charlotte. Oui, il y a aussi de la culture en Haute-Marne. Du 23 mai au 22 septembre dernier, le CIGN, le Centre National du Graphisme, organisait la 2e Biennale internationale du design graphique de Chaumont. Alors il y avait des expositions, des rencontres, des concerts, et non pas des cancers. C'était un événement dans la continuité de l'emblématique Festival de l'affiche de Chaumont. La Biennale était aussi l'occasion d'inaugurer le 28e concert international d'affiches, un des événements incontournables pour les professionnels du graphisme. Voilà donc pour aussi cet événement à Chaumont important. Et puis on aurait pu citer d'autres événements, notamment dont vous êtes partenaire, Laurent. Je pense au Just Classic Festival ou à Cour en Scène par exemple aussi. Oui, voilà, ça c'est avec Just One Life. Oui, c'est avec Just One Life, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'événements que l'on porte sur le département. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en fait, les événements dont tu parles, oui, c'est des événements en plus majeurs qui sont, à notre avis, importants. C'est pour ça aussi qu'on sélectionne, parce qu'on est sollicité de très nombreuses fois pour Just One Life aussi. Mais des événements comme Cour en Scène ou le Just Classic Festival sont des événements à résonance mondiale, puisque pour le Cour en Scène, tu avais des scénaristes, des producteurs, des acteurs du monde entier, des États-Unis, de Syrie, d'Australie, de Liban, etc. Et puis pour les musiciens, c'est la même chose, ils viennent du monde entier et ça leur permet de découvrir notre ville et aussi à terme les festivaliers qui sont liés à de nombreux festivals. Il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir notre ville et tout le patrimoine, ils sont tous évidemment surpris, donc ça correspond au slogan « Soyez surpris ». On voit que le slogan fonctionne. Bravo en tout cas voilà tous ces événements. Et puis bien sûr un autre lieu emblématique de la culture à Troyes, c'est le 3 fois plus. Forcément Marie, vous avez votre ronde serviette là-bas. Ah bah bien sûr, tout à fait, j'ai mon lit bientôt je pense. C'est vrai que c'est mon QG. C'est vrai que j'ai loupé qu'une seule scène ouverte depuis 2 ans, donc voilà. Et puis c'est là que vous avez joué aussi la toute première du spectacle finalement. Exactement. Marie, on y était tous. Est angoissée. Vous étiez vraiment angoissée d'ailleurs avant le premier. Ah oui, je le suis tout le temps en fait, même avant de jouer, même 10 minutes, je suis toujours très, très stressée. Il y a toujours un petit track. Vous en parlez d'ailleurs dans un de vos sketchs du track avant le. Oui, tout à fait. Voilà, on n'en dira pas plus. Non. Il faut venir voir. Voilà. Donc les scènes ouvertes toujours en 2020 aussi, ça c'est quand même quelque chose aussi, même si maintenant vous êtes un peu plus aguerri finalement. Aguerri, mais il y a toujours des modifications à faire et puis d'expérience à apprendre. Sinon, je vais continuer même des premières parties là d'ailleurs, notamment le 14 et le 15 décembre. Je serai en première partie de Denis Maréchal, au 3 fois plus. Et puis voilà, après l'année prochaine, j'en aurai d'autres encore sûrement. Vous avez fait la première partie de Denise aussi. Denise, tout à fait. C'est le prénom de ma maman. Je vais lui dire qu'elle était en première partie. Allez, on continue sur RCF Haute-Marne, la story. RCF Haute-Marne, la story 2019. Laurent, vous me disiez, pardon ?
Hors antenne. Allez-y. Allez-y, hors antenne, Non, on dit, est-ce que les c'était- dates correspondent Ah, par les rapport à la dates. date de l'émission? Pas du tout, c'est pas grave, c'est passé, mais bon, au moins on aura annoncé comme C'est de ça. l'humour en fait, c'est pas pour ça. grave. C'était une blague. 13-14, C'est pas 2020. grave. C'est ça. Non mais voilà, elle a des choses tout le temps, donc voilà. Allez, on enchaîne, il nous reste 14 minutes, on enchaîne vite donc avec l'enseignement supérieur, un bel anniversaire qui a été fêté cette année à Troyes, c'est les 25 ans de l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes, qui avait été créée bien sûr dans les années 90 par Philippe Hanot, qui était à l'époque président du conseil départemental de l'Aube. 25 ans donc pour cette université qui a plus de 3000 étudiants aujourd'hui et bientôt plus avec le projet d'université technologique européenne. Pierre Corr, le directeur de l'UTT, c'était en octobre. Déjà, le fait de fêter un anniversaire, ça permet de rassembler la communauté, que chacun se sente associé à ce qui a été fait. Et à cette occasion, on essaie de garder tout le monde associé à ce qu'on veut faire. D'où l'association de la célébration des 25 ans et du début d'un travail sur ce projet d'université européenne. Oui, puisque finalement l'idée de ces 25 ans, c'est de se projeter sur les 25 années à venir plutôt que de couper un peu avant. Le passé justifie qu'on célèbre quelque chose, mais la célébration doit être au service de ce qu'on veut faire ensemble dans les années qui viennent. Pierre Corr, le directeur de l'UTT, donc sur ses 25 ans, ambassadeur aussi est dans le coup. Pierre Corr est le 100e ambassadeur. Il était le numéro 100, donc on avait fêté ça. Il avait un poste un peu différent des autres et on est très proche puisque avec Just One Life, on est aussi le premier ambassadeur de la fondation UTT, le premier ambassadeur au bois pour fédérer un petit peu sur le territoire. C'était une idée de Pierre Corr et de toutes ses équipes. Et aujourd'hui, ambassadeur est très proche de l'UTT également pour accompagner Thomas Maurer, qui est enseignant-chercheur et responsable de la pédagogie de l'UTT, sur des programmes pour aider les collégiens et les lycéens du département avec les programmes de cordée de la réussite et égalité des chances. Donc beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie mis en avant par tous les ambassadeurs parce qu'on est très nombreux à les aider. Et vous êtes parrain effectivement de ce programme d'égalité des chances Exactement. avec les lycéens effectivement pour cette année. Bravo l'UTT pour ses 25 ans et puis le développement à venir aussi bien sûr de d'autres écoles d'enseignement supérieur, notamment pour 2020. La suite, ça a commencé cette année, mais la construction évidemment de l'école de l'ESTP, l'école supérieure des travaux publics. RCF au Haute-Marne, la story 2019. On arrive au dernier thème, Charlotte. Le dernier thème, pas des moindres, le sport. Et le sport, évidemment, ça a été une année riche pour le sport au Bois et au Marnais, et notamment en septembre. Et d'ailleurs, je crois que c'était le premier événement des ambassadeurs, si je ne me trompe pas, Laurent Vitnet, c'était quand Tony Estanguet est venu à Troyes. C'était vraiment une sorte de premier rassemblement. Oui, c'était une première idée proposée pour ce clan humain ambassadeur pour accompagner justement une démarche de collectivité. C'était vraiment tout à fait dans l'idée de ce qu'on se donnait de l'agenda ambassadeur. Et du coup, on a accompagné à la demande de Troyes-Champagne Métropole un moment de partage, les explications de tout ce qui va se passer et puis une visibilité complémentaire avec un partage de valeurs, des photos et puis l'idée de projet de long terme. On a quelques rendez-vous qui se dessinent pour mettre en relation tout ce monde-là, parce que derrière la participation et la présence des Jeux Olympiques à Paris, évidemment, ça rayonne sur tous les départements en France. Et on a beaucoup d'idées dans l'Aube pour essayer de trouver des investissements à faire pour aider le département. Il y a en l'occurrence un mur d'escalade qui sera certainement le plus grand d'Europe. Et il y en a bien d'autres, mais on va pas les citer ici. Tony Estanguet qui était donc à Troyes et dans l'Aube en septembre, le président bien sûr des Jeux Olympiques de 2024. Il était en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour visiter justement les installations sportives déjà existantes et puis voir là où vont être construites les nouvelles. Donc il a notamment été du côté des Lacs, du côté d'Henri Thierry, du côté du centre sportif de l'Aube. Et tout ça, visiblement, ça a plutôt bien marché puisque en novembre, le département de l'Aube, mais aussi Troyes, Saint-Julien-les-Villas, Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine ont obtenu le label Terre de Jeux. Donc il s'engage en fait à promouvoir l'olympisme et le sport dans toutes ses facettes, le sport santé, le sport pour les jeunes, etc. d'ici les Jeux. Et puis ce label Terre de Jeux, c'est aussi un premier pas vers pourquoi pas l'accueil d'entraînement de délégations dans les mois précédant les Jeux. En tout cas, lors de sa venue, Tony Estanguet avait plutôt l'air convaincu. Écoutez, moi j'ai été pas surpris mais très agréablement impressionné par...
Je sais. Voilà, on sent qu'il y a des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont envie de contribuer collectivement à la réussite de ces jeux. Voilà, c'est très intéressant d'aller voir ces grands lacs et de voir à quel point là aussi il y a un vrai professionnalisme avec une dimension à la fois très écologique, très sécuritaire et sportive en même temps. On arrive à chaque fois à associer le sport, à le mettre dans un petit coin des projets ici de ce territoire, et on est ici. Voilà, la ville de Troyes, c'est une ville qui est déjà très sportive. Nous, notre rôle en tant que comité d'organisation, c'est aussi de valoriser des territoires qui croient au sport. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est plutôt très rassurant. Et cette visite, pour moi, elle est riche d'enseignements. Donc Tony Estanguet, champion olympique de canoë. Marie, vous nous disiez pendant le son que vous étiez vous aussi championne. En kayak, moi par contre, voilà, on est championne de Bourgogne. Et ce que je ne dis jamais, c'est qu'en fait, on était deux à concourir. Ça, il faut pas le dire. Championne de Bourgogne. C'est pas mal, voilà. Merci en tout cas à Tony Estanguet de son passage dans l'Aube, et c'était très sympathique effectivement au mois de septembre. Charlotte, un sport qui vous sied particulièrement. Particulièrement, c'est le volleyball. 2019, une année riche pour le CVB 52, avec d'abord en mars un quart de finale historique en Ligue des Champions. Les volleyeurs chaumontais se sont hissés dans le top 8 des meilleures équipes européennes de volley. Impressionnant au vu du petit budget du club, un peu plus d'1,5 million d'euros, et de la densité des clubs russes ou italiens. Alors après une très belle campagne, le CVB s'était incliné en quart de finale contre Pérouse. Et puis sur la scène nationale, Chaumont a laissé beaucoup d'espoir à ses supporters, espoir finalement déçu, défaite en finale de Coupe de France et du championnat à chaque fois face à Tours. Mais pour le président du CVB 52, Bruno Soirfex, ce qui compte avant tout, c'est que Chaumont est désormais repéré comme une place forte du volley. Chaumont fait clairement partie de l'élite et du gratin du volley français. Et si j'étais un peu prétentieux, je dirais européen, mais voilà, gardons notre raison, notre sang-froid. Chaumont compte. J'ai de bonnes relations avec la plupart des grands clubs et on échange clairement sur comment tirer le volley vers le haut. On existe, on est présent, on est référencé et c'est bien aussi pour les élus dans des périodes où C'est pour parler si tu veux. Voilà. Territoire et je le disais encore ces jours-ci avec les bénévoles, voilà, tout le monde, il y en a qui prennent des congés. Donc non, Chaumont est là et Chaumont compte, donc c'est très agréable. Et Chaumont, on verra ce que ça donne dans la suite de la saison. Pour l'instant, c'est un peu en demi-teinte, mais on garde espoir. Ils seront prêts au printemps, comme la régionale féminine, Charlotte aussi. La régionale féminine qui excelle, elle. Oui, elle est en tête de son groupe, voilà, ça. et notamment grâce à sa numéro 15, bien sûr, qui est juste à côté de moi dans le studio. Allez, voilà, démasqué, Charlotte. On revient, on n'a pas parlé de foot encore d'ailleurs. On passe du volley au football, voilà. On enchaîne avec un ambassadeur de choix. Alors, il pouvait pas faire autrement qu'être ambassadeur. Benjamin Nivet, Laurent Vittenet. Aube puissance 10. Benjamin Nivet, c'est le numéro 10 emblématique. Oui, c'était parfait. En plus, on a l'intention de communiquer beaucoup sur ce chiffre 10. Alors, c'est sûr que lui, c'est son chiffre fétiche. Et puis, en dehors de la personnalité du coup médiatique qu'il est grâce à son talent dans le sport et sa longévité dans le sport, c'est aussi, en termes de valeur et de personnalité, certainement... la plus belle personne qu'on ait pu avoir et c'est le premier ambassadeur, donc du coup c'est top d'avoir ce genre de personne et son épouse Julie également que j'associe complètement parce que pour nous tous les réussites familiales ça passe par voilà, toutes les personnes qui composent la famille. Et Julie, c'est pour fêter les victoires bien sûr du coup. Oui, voilà, c'est exactement. Fait péter le champion. Allez, Benjamin Nivet qui en tout cas a 42 ans, après 23 ans de carrière, il a été formé à la JOCR par un certain Guiraud, du coup c'est dans votre coin, vous en parlez aussi dans votre spectacle de Guiraud, Marie. Donc 23 ans de carrière, plus de 700 matchs en professionnel, il a donc raccroché les crampons au mois de mai. On disait donc un joueur exemplaire, 3 montées en Ligue 1 avec l'Estac. Il a disputé son dernier match sous les couleurs troyennes lors du barrage perdu malheureusement d'accession à la Ligue 1 face à Lens. Voilà, il avait été célébré quelques jours avant lors du dernier match de la saison régulière au Stade de l'Aube. Et puis lors de sa conférence de presse le lendemain de l'annonce de sa retraite, ses coéquipiers lui avaient réservé une petite surprise. On réécoute ça, elle était tranquille en conférence de presse, Nivet, et puis là ça c'est un peu parti, c'est parti quoi. J'ai aussi quelques plaisirs, je suis un épicurien, j'aime bien me faire plaisir. Et puis oui...
Je vous l'avais dit qu'on avait un super groupe, donc on arrête tout alors. On reprend depuis le début, c'est fini. Non, mais voilà, c'est. Je vous l'avais dit que c'est vraiment un pur plaisir parce que je suis né dans un super groupe, je me sens bien au milieu d'eux. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est un peu tous ces messages là. Le vestiaire, c'est ce qui est le plus important pour moi et forcément arriver, me sauter dessus comme ça, pour moi c'est ce qui est le plus important et c'est surtout ce que je retiendrai de ma carrière, c'est tous ces moments passés dans ces partages et voilà. Merci à tous et je suis vraiment très ému, vous le voyez bien. Voilà. Merci beaucoup. Ça méritait bien quelques applaudissements en salle de presse, effectivement. Benjamin Nivet, le retraité, mais il n'a pas été retraité longtemps puisqu'il a rechaussé les crampons il y a quelques semaines en district avec l'Étoile de Brou en Eure-et-Loire, le club de ses débuts. Et donc il y jouera quelques matchs lorsqu'il rentrera le week-end voir sa famille. Voilà, effectivement, quand on a le virus, on l'a. Et puis avec le Variété Club aussi. Hein. Maintenant, il va faire de nombreuses piges avec le Variété Club de France. Là. Allez, voilà, ce sera une retraite active pour Benjamin Nivet. Une autre boisse qui, elle, n'est pas encore en retraite. Oui, autre Charlotte. grand moment du football cette année, à la Coupe du Monde féminine de football en France en juin-juillet. Les Bleus ont été éliminés en quart de finale par les futures championnes, les États-Unis, mais ont donné une belle image au public. Et parmi les 23 Françaises, notre Auboise, notre Briennoise Gaëtane Tinet, parfois critiquée pour ses performances lors du mondial d'ailleurs. Oui, Gaëtane Tinet, qui a connu l'explosion du football féminin, mais qui ne se prend pas la tête et qui n'oublie pas ses débuts à Brienne-le-Château. J'ai des souvenirs, oui, très jeunes de jouer, d'être sur le terrain de Brienne-le-Château, de jouer contre le mur de ma maison, de jouer chez un copain et de plonger comme une gardienne. J'ai tous ces souvenirs qui sont très ancrés en moi et qui font partie de moi d'ailleurs et que j'oublie pas du tout. Vous avez toujours des contacts avec, je sais pas, vos premiers formateurs ou des entraîneurs Oui. J'en ai parce que déjà mon père en faisait un peu partie, donc j'en ai toujours. Un des meilleurs amis de mon père aussi, donc je suis très attachée à ça. Après, même si je suis assez loin parce que je suis moins disponible et je peux pas. Mais c'est vrai que je me disais que Benjamin, c'était vraiment un exemple. Qui reprend ? Tellement humble. Je sais pas quoi dire, moi le foot. Bon, je peux. C'est quand même moitié de ma vie actuelle, presque. Donc c'est très très important. Gaëtane Tinet, la numéro 17 de l'équipe de France, toujours en équipe de France d'ailleurs. On s'est demandé à un moment si elle allait pas arrêter sa carrière après la Coupe du Monde. Et puis non, elle est toujours dans le groupe de Corinne Diacre pour l'instant pour l'Euro 2021, les qualifs en tout cas de l'Euro 2021 en Angleterre. C'est une cadre maintenant de ce groupe France. Future ambassadrice ou pas alors Gaëtane Tinet? On l'espère, il y a de nombreuses personnes qui nous parlent de Gaëtane Tinet. Donc on l'espère en tous les cas, on va lui proposer de venir accompagner la communauté puisqu'elle a une visibilité nationale. Voilà, qui joue du côté du Paris FC. Vous la connaissez ou pas, Marie? Pas du tout, non? Si. Dis donc. Ah, pardon, j'ai rien dit. Je l'ai vu jouer contre le Japon à Auxerre d'ailleurs, au mois d'avril, pardon. Ok, effectivement, les Bleus étaient venus jouer en match de préparation. Dernier sujet de l'année, parce qu'on est déjà en retard de toute façon, c'est le SUMA. Vous avez déjà été voir un match de motoball, Charlotte, ou pas? Pas du tout. Avant d'arriver ici, j'avoue que je connaissais même pas l'existence de ce sport. Il faut qu'on vous emmène voir un match de motoball au ça printemps. Là. Voilà, puisque la saison est finie, puisque le SUMA c'est un peu en décalé. Très spectaculaire. C'était l'année des 80 ans du SUMA. Et quelle année pour cet anniversaire? 3 titres, la Coupe de France, le Championnat de France et le Trophée des Champions. Ça c'est pour l'équipe senior. Et puis les équipes de jeunes ont également remporté de nombreux titres. Bref, le SUMA a donc tout raflé pour l'année de ses 80 ans. Que du bonheur, à l'image du gardien Jean-Marc Landréal et de Sébastien Mayer. C'était là lors du titre en Coupe de France face à Carpentras dans un Gaston Arbouin qui était bondé de chez bondé. On a eu du mal et en fait tous ces supporters derrière nous, ça nous a relevés. Depuis le mois de décembre qu'on travaille. Aujourd'hui on est enfin récompensés et merci à tous. On fait plaisir à nos anciens, à tout le monde et à nous-mêmes. Et on marque encore l'histoire du club encore une fois cette année. C'est super. Bon Georges, ouais. 80 ans du club, les cadets qui ont gagné avant, nous on gagne après. C'est surtout pour les bénévoles, les dirigeants, tous ceux qui ont mis en œuvre. Et de les remercier par la coupe, c'est juste merveilleux. Et c'est vrai qu'il rappelle l'importance du bénévolat aussi pour les clubs sportifs comme ça. Hein. Les bénévoles comptent beaucoup. Hein. Ah bah là, c'est plus que ça, puisque c'est vrai qu'il y a tellement de monde. Il y a d'ailleurs, j'oublie son nom, qui était valorisé par François Barouin sur son investissement, sur la personne qui tient la friterie. Ah oui, la friterie au SUMA, oui, c'est quelque chose. Voilà, ouais. C'est fantastique toute cette énergie.
Et en plus, Michel Dufaux est ambassadeur, le coprésident est ambassadeur avec nous. Voilà, donc ça fait effectivement beaucoup d'émotions, en tout cas grâce au SUMA cette année, et à n'en pas douter en 2020. Puis il y aura le championnat d'Europe bientôt aussi qui viendra à Troyes. Il y aura une nouvelle tribune donc pour le stade Gaston Arbouin. Puis il y a un partenariat maintenant aussi avec les STAG, donc peut-être des entraînements en commun et tout ça. Enfin, on va voir ce qui se passe en 2020. Ça peut être sympathique tout ça. Mesdames, messieurs, on a déjà dépassé le temps imparti, donc c'est pas grave. On va prendre du temps pour vous remercier d'avoir été avec nous dans cette émission. Laurent Vittenet, les ambassadeurs, on les retrouve donc sur Facebook. Enfin tous les réseaux sociaux, Instagram, parce qu'il y a les agences Instagram, on a des profils LinkedIn, etc. Et puis j'espère qu'on les retrouvera aussi pour les actions visibles de partout. Et puis voilà. Et on les retrouve bien sûr en 2020 partout sur tous les événements. 2020, 2030, 2050, parce que j'espère qu'il y aura des générations qui continueront derrière nous. On lance le programme, mais c'est un programme de très très long terme. En tournée dans toute la France. Voilà. En tournée dans toute la France. Comme Marie bientôt, non? Tout à fait. Moi, voilà. je commence par le Cube déjà. Le en Cube 2023. Aussi, en 2023. Bon, on note la date. Et Charlotte, on tournait en Haute-Marne dans le Parc National, donc en 2020. Tout à fait, voilà. Avec, entre les chaînes et les frênes, ça va être super. Vous nous avez promis Emmanuel Macron quand même. Donc, c'est ce qui se murmure, on verra si c'est vrai ou pas. On verra ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette Story 2019 sur RCF au Haute-Marne. Bonne journée.